Mesdames, Messieurs, bonsoir. 22 heures sur la RTD, le journal. Voici les titres. Opération de sauvetage réussie. Djibouti protège son écosystème corallien après un échouement d'un tanker séisme. Et ce séisme, justement, au Maroc, les architectes face aux dégâts à Marrakech. C'était les titres, bienvenue à tous. Aujourd'hui, une réunion virtuelle a réuni des décideurs politiques de la région arabe à Beyrouth, au Liban, pour le 6e examen régional de la conférence internationale sur la population et le développement. Au cœur de cette rencontre se trouvait la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, qui a mis en avant un axe prioritaire de la politique nationale genre de son ministère, l'autonomisation des femmes. L'initiative visait à réunir les décideurs politiques de la région arabe afin qu'ils partagent les expériences de leur pays, mettant ainsi en lumière leurs réalisations et les défis qu'ils rencontrent dans l'intégration des questions liées à la population et au développement dans leur politique publique. Lors de son intervention, lors de cette conférence virtuelle, la ministre de la Femme et de la Famille a souligné que cette démarche visait à améliorer la qualité de vie de la population en général, tout en ciblant particulièrement la situation des femmes et des filles. On l'écoute. Djibouti construit son agenda politique donc sur des transformations économiques et sociales pour une Djibouti émergente en 2035. Cette vision ainsi que les questions relatives à la population et au développement à travers les orientations axées sur les garanties d'une société solidaire portée par la volonté de réduire les inégalités, dont les inégalités du genre, de corriger les disparités d'accès aux services sociaux essentiels et d'inscrire les transformations sociales positives dans la durée. Notre vision a été déclinée en plusieurs plans quinquennaux de développement et le premier plan quinquennal suivi par un plan de développement Djibouti ici, qui va être mené de 2022 à 2024. Ce plan national instaure un cadre propice à l'atteinte des égalités de genre en termes de visibilité, données sur les questions relatives à l'amélioration de l'égalité du genre qui sont mises en évidence à travers les données et les analyses sur les transformations sociales. De plus, cet aspect est renforcé par les opportunités d'engagement et de leadership des femmes à travers des espaces d'expression de besoins et des perspectives d'action. Enfin, le plan national se présente comme une approche systémique en établissant les mécanismes de réponse aux priorités communes ainsi qu'à la capacité de mobiliser un multiple partenariat local et international influe pour impulser un changement de comportement positif à la réalisation de l'égalité du genre à Djibouti. Et maintenant, environnement et secours, à la suite de la réception d'un signal de détresse émanant du tanker RD1 battant pavillon tanzanien qui s'est échoué près d'un récif corallien à l'est de l'île Musha le 16 septembre dernier. Les autorités djiboutiennes ont immédiatement lancé des opérations de secours visant à évaluer la situation et à minimiser les risques environnementaux. Le RD1 avait quitté le port de Hamria aux Émirats arabes unis avec pour destination le port de Hodeida au Yémen avec une escale prévue au port de Djibouti pour une inspection de routine. Malheureusement, le navire a dévié de sa trajectoire prévue en tentant d'atteindre le mouillage du port de Djibouti, ce qui a entraîné son échouement sur un banc de corail situé dans une zone de fond marin protégé. Dès la réception du signal de détresse, la garde-côte djiboutienne a établi une zone de sécurité autour du navire afin de prévenir tout risque imminent de pollution maritime. Les opérations complexes de renflouement du navire menées en collaboration par les autorités portuaires, la garde-côte djiboutienne et la marine nationale ont été couronnées de succès aujourd'hui sans qu'aucune fuite de carburant susceptible de provoquer une pollution marine ne soit constatée. Cependant, le tanker a causé des dommages significatifs au récif corallien de l'île Musha, une zone marine protégée. Des plongeurs de la garde-côte djiboutienne ont inspecté le récif corallien
après le renflouement ayant pu constater l'ampleur des dégâts subis par cet écosystème précieux à la suite de cet incident. Les autorités djiboutiennes s'engagent à évaluer et à atténuer les impacts environnementaux de cet incident. Et direction l'Égypte à présent, où l'ambassadeur Ahmed Ali Berrer, représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue des États arabes, a participé vendredi soir à une soirée de remise des diplômes de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et des transports maritimes. L'événement a honoré les diplômés des nouvelles promotions d'étudiants de cette institution. Les diplômés ont été issus de diverses facultés, notamment celles de transport et technologie maritime, de transport et logistique internationale, de langue et médias et d'intelligence artificielle. L'ambassadeur Ahmed Ali Ballet est accompagné lors de cette cérémonie par Mohamed El Dirij, le directeur financier et conseiller administratif de l'ambassade, démontrant ainsi le soutien et l'importance accordée à l'éducation et à la formation par Djibouti. L'ambassadeur et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le professeur Dr Ismaël Abdel Gaffer, président de l'Académie. Il a eu l'honneur de remettre des certificats et des médailles aux diplômés et aux étudiants exceptionnels, leur souhaitant succès et prospérité dans leur vie future, que ce soit sur le plan académique ou professionnel. L'ambassadeur de Djibouti en Égypte, Ahmed Ali Berrer, dans son allocution, exprimait sa grande satisfaction d'avoir l'opportunité de participer à cette cérémonie pour la deuxième année consécutive. Il a adressé ses félicitations à tous les étudiants diplômés, soulignant la joie et la satisfaction visibles sur leur visage à la suite de leur succès bien mérité. Il a également affirmé son soutien continu envers les diplômés, les encourageant à mettre à profit leurs compétences et leurs connaissances pour contribuer au développement de leur pays dans divers domaines scientifiques et pratiques. Retour à Djibouti, le stade Gouled a été le théâtre d'une cérémonie marquant le début d'une formation essentielle axée sur la prévention du dopage, dirigée par des experts locaux de renom. Cette formation d'une durée de 2 jours s'adresse spécifiquement aux entraîneurs des équipes nationales, aux directeurs techniques nationaux et aux présidents des fédérations, aux représentants de la presse sportive et aux membres des associations sportives locales. L'événement a vu la présence de plusieurs hauts responsables du secrétariat d'État chargé des sports et des jeunes docteurs engagés dans le domaine du sport. La secrétaire générale a souligné l'importance cruciale de cette initiative pour les bénéficiaires, en particulier pour les fédérations engagées dans les compétitions internationales et régionales. Cette formation sur la prévention du dopage représente un jalon essentiel dans la promotion de l'intégrité et de l'éthique dans le sport djiboutien. Elle renforce l'engagement du pays à lutter contre le dopage dans le sport, garantissant un avenir plus propre et équitable pour tous les athlètes et participants. Eh bien, les participants à cette formation seront désormais mieux préparés pour comprendre les risques associés au dopage et jouer un rôle actif dans sa prévention au sein de leur communauté sportive respective. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du directeur des sports au secrétariat d'État chargé des sports, Abshir Hassan. Lancer une formation sur l'éducation au dopage, une formation qui est destinée aux fédérations nationales sportives, aux associations sportives, mais également à la presse sportive ici en République de Djibouti. Donc, conformément aux exigences de l'Agence mondiale de l'antidopage et de l'ORAD océan Indien, nous sommes obligés d'informer, de former les responsables techniques des fédérations sur les dangers qui représentent le dopage. C'est vrai, ces dernières années, la République de Djibouti a ramené beaucoup de médailles au niveau du judo, de l'athlétisme, de la natation, du tennis de table, du football également. Donc, nous sommes obligés de tester nos athlètes, de parler du dopage, de conscientiser que le dopage dans le domaine du sport existe. Et nous faisons ça juste pour que les consciences au niveau des athlètes, les consciences au niveau des responsables techniques, des entraîneurs, au niveau des fédérations soient éveillées. Il faut qu'on sache qu'il y a un réel danger
dans le monde au niveau du dopage. Et c'est pourquoi nous voulons sensibiliser, éduquer nos athlètes, nos techniciens qui sont sur le terrain, et également de les impliquer dans la lutte contre le dopage. Nous travaillons sur beaucoup de programmes dans ce domaine. Et Inch'Allah, j'espère que cette formation de 2 jours, de 18 et 19, va nous permettre d'échanger. Nous avons invité 4 docteurs ici qui travaillent avec nous. Nous avons également le comité national olympique avec nous. Nous avons la presse sportive. Nous avons les présidents des fédérations également, des leaders des associations, mais également des entraîneurs, des directeurs techniques nationaux, des athlètes eux-mêmes médaillés qui sont dans la salle. Donc nous sommes très fiers de cette journée qui a mobilisé toutes ces personnes et nous avons également les plus hauts responsables du ministère qui sont impliqués également dans cette lutte contre le dopage. Ce matin, c'est la secrétaire générale du ministère des Sports, Mme Khadiga Ibrahim Idriss, qui a lancé cette formation et ça montre que au niveau du ministère, au niveau du comité olympique et au niveau des fédérations, les efforts sont conjugués dans la lutte contre le dopage ici en République des... Dans l'actualité également, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec l'IGAD, a organisé ce matin à Arta un atelier de validation du rapport sur l'inventaire des polluants des États côtiers et membres de l'IGAD. Cet atelier de 4 jours a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dini Abdallah Oman, en présence du président du conseil régional d'Arta, des représentants des pays membres de l'IGAD et de plusieurs cadres du département de l'environnement. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de l'économie bleue. Ce programme soutient la transition vers une économie océanique plus durable dans la région. L'objectif est de renforcer la capacité des pays à se saisir des opportunités de croissance de l'économie bleue et à réaliser des investissements côtiers résilients au climat, et ce, à l'échelon national et régional. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a mis l'accent sur l'importance de cet atelier. Nous l'écoutons. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi de vous transmettre les vives félicitations de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour les efforts que déploie l'IGAD dans le cadre du programme de renforcement de l'économie bleue. Il me plaît ici de saluer la présence à cet atelier des spécialistes dans le domaine de la pollution ainsi que des points focaux de l'économie bleue des différents États membres de l'IGAD. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue et un bon séjour en terre hospitalière de Djibouti. Mesdames et messieurs les participants, nous sommes à une époque cruciale pour l'avenir de notre planète. En effet, chaque année, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde et il est estimé que 19 à 23 tonnes finissent dans les océans, les lacs et les rivières. Et en tout, au total, moins de 10% de la production mondiale annuelle de plastique est recyclée. En outre, il est important de rappeler que le thème choisi pour la journée mondiale de cette année est les solutions pour la pollution plastique. C'est la pollution plastique est une thématique qui nous interpelle dans le sens où la pollution plastique a divers effets négatifs sur la santé et qui affecte à la fois les populations humaines et les écosystèmes. Par exemple, le plastique peut se retrouver dans la chaîne alimentaire des océans tout en se décomposant en petits fragments appelés microplastiques et qui sont donc ingérés par les organismes marins. Par conséquent, le risque de contamination chez l'homme est très important et peut avoir des effets graves sur la santé humaine. La pollution plastique a aussi un impact sur les aspects environnementaux et socio-économiques, dont la dégradation des écosystèmes. Cela peut affecter indirectement la santé dans la mesure où cette pollution perturbe l'équilibre des écosystèmes qui fournissent les services essentiels comme la purification de l'eau, la séquestration du carbone et la régulation des maladies. Et nous restons toujours au sud du pays, à Lissébié, cette fois avec cette inauguration d'un nouveau centre de santé au poste frontalier de Galilée. Le préfet de la ville d'Alissébié, Abdelmalik Mohamed Bonouta, a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'un nouveau centre de santé au poste frontalier de Galilée. La cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence notamment outre du préfet et du président du conseil régional, le parlementaire de la ville ainsi que le directeur général par intérim, Dr Abraham Ahmadjan Kidani.
Ce centre de santé, qui est le 9e dans la région d'Ali Sebiye et qui vient d'être inauguré, comprend une grande pompe et de la fourniture en médecine, en médicaments pardon, de base, des pharmacies communautaires avec des prix donc abordables. Le poste de santé de Galilée permettra à la population locale et celle vivant dans les zones avoisinantes d'avoir accès aux services de santé de base. Cette structure représente pour la population locale un service de soins de proximité et contribuera à soutenir et à promouvoir la santé de la population par leurs diverses interventions. Et à l'issue de l'inauguration, le préfet de la région et la délégation ont procédé à une visite guidée des différentes unités de ce nouveau centre. À Ali Sebiye, toujours où des fortes pluies arrosent la ville depuis un certain temps, il ne fait aucun doute que la pluviométrie est actuellement très importante, étant donné les trompes d'eau qui se déversent inlassablement sur la région. Ces derniers jours ont été exceptionnellement pluvieux dans la ville d'Ali Sebiye, marquant une période de conditions météorologiques inhabituelles. Dans le chef-lieu, la ville d'Ali Sebiye, les habitants ont pu constater une nette diminution de la chaleur caniculaire qui les avait accablés auparavant. Cette diminution de la chaleur est certainement un soulagement bienvenu pour les résidents qui ont dû faire face à des températures élevées. Ces précipitations observées au cours des derniers jours ont des conséquences positives pour l'agriculture de la région. Et je vous emmène au nord du pays, cette fois au Bok, où dans le cadre de ses premières interactions en tant que préfet de la ville, M. Moussa Aden Migene, accompagné d'une délégation comprenant du président du conseil régional d'Obok, a entrepris une visite dans les localités de Adgenou, Alaïlou et Moussa Ali. La délégation a été chaleureusement accueillie par le sous-préfet de cette localité, Mohamed Hassan, ainsi que par les sages et la population locale qui sont venus donc en masse pour accueillir le nouveau préfet. Le préfet est accompagné durant cette visite par le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ismail, et par le chef du corps du régiment interarmé d'Obok, le colonel Ilyas Omar Youssouf. Les membres de la communauté ont ensuite pris la parole pour partager donc leurs préoccupations. Parmi les doléances soulevées par la population, le préfet a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a également abordé la question donc des doléances, qu'elles soient communes ou individuelles, et a promis de trouver des solutions internes pour résoudre ces problèmes. Il a particulièrement souligné son engagement à trouver des solutions rapides pour résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement en eau dans la région. Cette visite marque le début d'une nouvelle ère sous la direction du préfet Moussa Aden Migene, qui s'engage à travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour améliorer leur qualité de vie et résoudre les défis auxquels elles sont confrontées. Actualité régionale, la deuxième phase du retrait des troupes de l'Union africaine de Somalie a commencé, c'est ce qu'a déclaré l'Union hier. Le retrait suit un calendrier de transfert de la sécurité aux autorités du pays qui luttent contre les Chebabs. L'année dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé à l'unanimité une nouvelle mission de transition de l'Union africaine en Somalie, connue sous le nom d'ATMIS, afin de soutenir les Somaliens jusqu'à ce que leurs forces assument l'entière responsabilité de la sécurité du pays à la fin de 2024. La mission vise à retirer au moins 3000 soldats supplémentaires d'ici la fin du mois sur les 19 626 que comptait initialement la force de l'Union africaine. En vertu d'une résolution des Nations Unies, le retrait se fera en 3 phases et s'achèvera en décembre 2024. Au Maroc, des architectes évaluent les dégâts et des ouvriers enlèvent les décombres dans la médina historique de Marrakech, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vieille ville a été durement touchée par le tremblement de terre de vendredi. De nombreux bâtiments de la médina sont construits en pisé. Le Maroc a annoncé jeudi le lancement d'un programme d'aide pour soutenir et reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments
endommagés par le tremblement de terre dévastateur de la semaine dernière. Cette aide constitue la première étape d'un programme couvrant quelques 50 000 maisons qui se sont totalement ou partiellement effondrées lors du tremblement de terre. Le Bureau royal a déclaré que 140 000 dirhams, soit environ 13 600 $, seraient alloués pour les maisons complètement effondrées, en plus de 80 000 dirhams pour reconstruire les structures partiellement effondrées. Et ce séisme en Italie, un tremblement de terre de magnitude 4,8 a frappé dans la matinée d'hier le centre de l'Italie, au nord de la ville de Florence, jetant les habitants dans les rues. Selon les autorités, aucun dégât ni victime n'ont été signalés dans l'immédiat. D'après l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie, son épicentre est situé près de Maradi, une ville d'environ 3000 habitants. Et c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.